Ça y est, on y est. Tout est propre, tout est désaffecté. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de Vous avez la parole. On va débattre et on accueille Aurore Berger. Bonsoir, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée et députée des Yvelines. Emmanuel Ménard, vous êtes député non inscrite de l'Hérault, proche des idées du Rassemblement national. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Boris Vallaud, porte-parole du Parti Socialiste, député des Landes. Sandra Regol, vous êtes secrétaire nationale adjointe du parti Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Et Julien Aubert, député LR du Vaucluse. Merci à tous les 6 d'avoir été là, d'avoir suivi. Je crois que vous venez, pour la plupart, sauf vous, Sandra, je pense que vous venez tous de l'Assemblée nationale et que vous allez y retourner ensuite, c'est ça, pour continuer à débattre des débats sur le séparatisme. Regardez l'heure. Non, à minuit, c'est À terminé. minuit, c'est terminé. À minuit, c'est Ce sera pour terminé. demain matin. Que vous avez regardé le débat. Et il y a Nathalie quand même, hein, Nathalie Brice. Faut pas les Bien oublier. sûr, Nathalie, et bonsoir à Brice. Avec nous. Pardonnez-moi. Alors, premier tour de table très rapidement. On ne va pas faire 3 heures de débrief, mais clairement, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin? Bonsoir. Parole aux hommes en premier. Allez, Oui. Alexis Corbière. Bonsoir. On a annoncé le grand duel, c'est ce que vous avez dit, Léa Salamé. Moi, j'ai surtout entendu le grand duo. C'était un peu surprenant, parce qu'on a eu des moments quand même qui doivent être relevés. Il y a une loi qui a été discutée par les deux. D'ailleurs, les thèmes étaient un peu obsessionnels. 1 heure de débat pour parler de islamisme, d'immigration et du voile. Alors que le pays, quand même, aujourd'hui, rencontre une crise sans précédent. Il y a du chômage, nos étudiants font la queue, C'était etc. un Non, mais C'était un parti pris, on l'assume. oui, mais c'est c'est un reproche, pour le coup. Et je pense que ça montre un premier décalage. Mais le grand duel, grand duo, c'est qu'on a vu quand même Mme Le Pen dire à propos de cette loi, qu'hormis un article, qui est une question secondaire, à savoir l'instruction en famille, où franchement, même la dernière modification de la part du gouvernement fait que quasiment les familles vont être peu concernées. Elle voterait cette loi. Puis après, le livre de Darmanin, elle dit qu'elle est prête à le signer avec lui. Et puis après, c'est même Gérald Darmanin qui dit vous êtes un peu trop molle. Donc on avait vraiment l'impression que finalement, il y a là une convergence d'idées. Plus qu'une confrontation, il y avait plutôt des convergences, alors que je pense que le pays attend autre chose que cette convergence d'idées et que ces thématiques sans cesse rebâchées entre Merci les de deux. ce commentaire et merci de ne pas avoir regardé votre patron sur une autre chaîne et d'être resté avec nous ce soir. Non, mais juste, Aurore Thomas Berger. Soto, en toute gentillesse, c'est pas mon patron, rassurez-vous, je suis pas l'employé de Jean-Luc Mélenchon, donc c'est mon président de groupe peut-être. Votre président. Non, mais Soyez Aurore précis, Berger. Thomas. Oui, absolument. parce que c'est pas gentil. Plutôt qu'un duel, un duo. C'est ça aussi que vous avez, ce à quoi vous avez assisté? Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en permanence, quand on parle de ces sujets-là, on considère que, certains considèrent qu'il ne faudrait pas en parler. Il y a eu un parti pris assumé, en effet, parce que c'est une question qui intéresse les Français, parce que c'est une question qui intéresse aussi leur quotidien, parce que la question de la lutte contre l'islamisme, malheureusement, elle est entrée très violemment dans le quotidien d'un certain nombre de Français. Vous l'avez dit, je suis élue des Yvelines, et vous avez d'ailleurs parlé de ce département pour 2 raisons d'actualité, malheureusement, à la fois la décapitation de Samuel Paty et ce qui s'est passé récemment avec un enseignant à Trappes. Donc, ça veut dire que c'est chez nous, que c'est près de nous, et qu'on ne peut pas faire comme si, d'un côté, on avait soit un voile pudique, une complaisance coupable, qui fait qu'on préfère ne pas voir, ne pas dire, Ça, c'est sur soit le une fond. obsession Ça, qui c'est fait sur le qu'on ne fond. voit plus que ça. Mais comment vous avez trouvé l'un et l'autre? Mais moi, je pense qu'il y a eu une clarté et qu'on a vu des différences de manière très nette aussi sur l'approche, notamment sur la question de l'immigration, à la fois sur les faux chiffres de Marine Le Pen, qui décidément ne les maîtrise pas mieux aujourd'hui qu'elle les maîtrisait dans le précédent débat. Et je crois que cette clarté était la bienvenue. Boris Vallaud, vous avez vu des différences ou un duo, comme a dit Alexis Corbière? Manifestement, ils se sont choisis. Et ce soir, dans une discussion badine que j'ai trouvée assez terrible, se posait la question de savoir sur quoi ils pouvaient s'entendre néanmoins ou quelles étaient les différences. Il n'y a pas de possibilité de s'entendre avec l'extrême droite. Je crois qu'il faut le dire avec beaucoup de netteté. Et le ministre aurait dû dire avec beaucoup plus de netteté à quel point l'adversaire de la République, c'était aussi l'extrême droite. Et puis, en effet, il y a eu les obsessions de l'une et puis les impasses de l'autre. Parce que toute l'ambiguïté de cette loi, et au fond, même si c'était votre parti pris, c'est peut-être celui aussi de cette loi, c'est de dire, au fond, il y a une main droite et une main gauche. C'était, au fond, l'équilibre qui avait été trouvé par le président de la République dans son discours. Mais là, on n'a plus que la main droite. La République, ça n'est pas que des injonctions, que des interdictions, que des dissolutions. C'est aussi des principes qu'il faut faire vivre en acte. Et de ce point de vue-là... on sent que le Parti socialiste est un peu mal à l'aise avec cette Mais loi. pas Vous du vous tout. êtes abstenu en commission. mais- Qu'est-ce que vous en pensez de ce texte? Mais écoutez, alors vraiment, on attendait cette grande loi du quinquennat. Vous savez, une loi qui prétend se hisser à hauteur de principe. Et il y a ça. Il y a toutes ces impasses. Moi, j'aurais aimé ce soir que l'on parle, puisqu'on parlait de séparatisme, qu'on parle à ces familles qui, je pense à l'association Nos Ghettos, disent
On a besoin de mixité sociale dans nos écoles. On a besoin que la promesse républicaine, elle ne soit pas démentie depuis le plus jeune âge. J'aurais aimé qu'on parle de ces communes qui, depuis 20 ans, ne respectent pas les lois de la République. Ça veut dire, Boris Vallaud, que les socialistes ne voteront pas cette loi mardi prochain? Je pense que nous ne la voterons pas, parce que c'est une loi qui est une impasse considérable. Vous regarderez dans le détail, il y a beaucoup de choses que nous avons votées. Et puis, il y a beaucoup de questions que nous avons posées qui sont demeurées sans réponse. Et puis, c'est le grand vide. C'est le grand vide. Est-ce qu'on vivra mieux après cette loi ensemble qu'avant? Emmanuel Ménard. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le ton badin. Je n'ai pas trouvé du tout que le ton était badin entre M. Darmanin et Mme Le Pen. Au contraire, je trouve qu'ils ont pointé du doigt un certain nombre de problèmes qui sont effectivement des problèmes du quotidien pour les Français. L'islamisme qui ne fait pas partie, qui n'est pas dans le projet de loi. C'est un projet de loi pour le respect des valeurs républicaines. L'islamisme n'est pas pointé. L'immigration fait partie des grands absents de ce texte. On l'a dit, le voile n'est pas non plus évoqué. Mme Berger pourra en témoigner, puisque même ces amendements, alors qu'elle fait partie de la majorité, n'ont pas été retenus. Et puis l'actualité, parce que M. Corbière, vous dites que l'instruction à domicile, l'instruction en famille, c'est accessoire. Je suis d'accord avec vous, c'est pas tout à fait prioritaire quand on voit effectivement ce qui se passe dans l'éducation nationale et dans l'école publique aujourd'hui en France. On l'a vu avec ce professeur de philosophie, Didier Lemaire, à Trappes, qui est obligé d'être plus ou moins protégé par la famille parce qu'il est menacé de mort, de la même façon que l'a été Samuel Paty au mois d'octobre dernier. Je pense que c'est aussi un des grands absents. Et j'ai eu l'occasion de le rappeler à M. Blanquer tout à l'heure dans l'hémicycle, c'est aussi un thème qui est complètement absent de ce projet de loi. On parle de l'éducation, de l'instruction en famille, et il faut en parler parce que cette disposition n'est pas une bonne disposition. On parle des écoles hors contrat, mais on ne parle pas de l'école publique comme si tout se passait bien à l'école publique. Or, on le voit, tout ne se passe pas bien dans l'école publique française. Julien Aubert, comment avez-vous trouvé? Est-ce que ça allait plus vers un duel ou un duo, selon vous? Je ne suis pas là pour qualifier leurs prestations, mais j'ai trouvé Marine Le Pen pas très réaliste dans ses propositions et Gérald Darmanin assez utopique sur la réalité. Il aime les chiffres, il aime manipuler les chiffres. Il aurait peut-être fait un bon expert comptable. En revanche, pour être un bon ministre de l'Intérieur, il faudrait apprendre aussi à ne pas toujours contourner la réalité. Par exemple, lorsqu'on vous explique que le nombre d'étrangers n'a pas bougé, effectivement, comme vous naturalisez tous les ans un certain nombre d'étrangers, vous ne les comptez plus dans vos statistiques. Il a oublié Mayotte, il a oublié aussi de rappeler que lorsqu'il était allé au Maroc pour juguler l'immigration, ça s'était mal passé. Bon, et ensuite, il a évidemment fait une présentation très optimiste de son texte. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement le décalage entre une discussion qui parfois était marquée par des convergences. Parfois même, d'ailleurs, j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient croisés, parce que Marine Le Pen voulait absolument être consensuelle. D'ailleurs, je crois que Gérald Darmanin a dit qu'elle est très molle. Et Gérald Darmanin voulait absolument être très dur, au point qu'à un moment donné, je me suis dit, ils vont inverser les sièges. Et donc, je dirais conversation très civilisée, courtoise, et en même temps la réalité. Et la réalité, c'est des femmes voilées dans les rues, la montée, je dirais, d'un islamisme conquérant, et puis ensuite, les événements tristes qui ont conditionné cette loi. Et à mon avis, cette loi ne réglera pas les problèmes qui ont été causés. Sandra Rebol, bonnet blanc, blanc bonnet, vous aussi, c'est ce que vous avez vu? Ou vous voyez quand même des différences, des choses qui vous intéressent dans cette loi? Qu'est-ce que vous dites là ce soir après ce débat? J'ai vu un concours de nuances. Je pense qu'on est pas mal ici à avoir vu un concours de nuances. Moi, je pensais, étant donné la thématique du débat, qu'on allait aborder les valeurs de la République, qu'on allait parler de comment est-ce qu'on fait vivre les lois sur la laïcité ensemble, de comment est-ce qu'on fait évoluer la nation vers autre chose. Et au lieu de ça, on a eu une espèce de petite guéguerre picrocolline, très très loin du duel entre la République en marche et le Rassemblement national qu'on nous vend à longueur de journée. Très très loin de ce débat de valeurs, on a eu de la petite politique. Et c'est dramatique dans la période que l'on vit, c'est dramatique dans ce moment où on a besoin de ressentir un espoir, de savoir comment est-ce qu'on fait corps, comment est-ce qu'on fait société ensemble, plus encore avec cette crise sanitaire et cette crise économique qui avance. Et face à ça, on a un personnel politique qui se complaît dans la petitesse. Et ça, c'est un constat qui fait très mal. Parce que le sujet de l'islamisme politique, c'est un sujet petit ou accessoire à vos yeux? Non, c'est ni un petit sujet, ni un sujet accessoire, mais le vrai sujet, c'est le terrorisme.
C'est pas est-ce que des gens, des femmes portent ou non le voile, c'est comment est-ce qu'on combat sur ce terrorisme qui nous endeuille. Comment est-ce qu'on travaille au fond et réellement. Et moi, j'ai un vrai problème avec la politique développée par le ministre de l'Intérieur, qui est qu'on a beaucoup de propos, beaucoup de mots, mais peu de résultats. La police n'a jamais autant fait grève, j'allais dire. En tout cas, n'a jamais autant protesté, n'a jamais autant souffert. Et en face, on a des populations dans les banlieues ou simplement les manifestants qui souffrent aussi. Tout ça, on n'en a pas parlé. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui sépare dans notre société, ça, on n'en a pas parlé. Et moi, les écologistes et moi, la seule chose qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on répare. Aurore Berger. Peut-être pour répondre sur la question de la sécurité ou de l'insécurité que vous abordez, vous parlez des policiers. Je crois que c'était essentiel dans le débat de réaffirmer évidemment notre soutien à la police. J'espère que vous pourrez aussi le dire parce qu'on a vu régulièrement un concours sur les plateaux pour être celui qui finalement avait les mots les plus durs à l'égard de nos forces de l'ordre, oubliant les risques qui sont pris matin, midi et soir par elles et qu'aucun d'entre nous ne prenons dans notre quotidien ici autour de ces tables. Donc je crois que c'est le premier point. Ensuite, il y a des moyens qui sont nécessaires pour nos forces de l'ordre. On a voté des budgets sans équivalent. Il y a 1 milliard d'euros supplémentaires qui a été voté, malheureusement pas par tout le monde ici, justement pour le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire augmentation des moyens matériels, humains, ça veut dire rénovation aussi immobilière, parce qu'il y avait des conditions indignes parfois de logement de nos gendarmes, de commissariats qui n'étaient pas au niveau. Ça veut dire des nouveaux véhicules, ça veut dire concrètement améliorer la sécurité au quotidien pour Alors, les Français. Aurore Berger, C'est ça, notre enjeu. il a beaucoup été question dans la première partie de cette émission des violences policières. Et écoutez la réponse de Gérald Darmanin tout à l'heure. De partout. Je veux aussi dire que les policiers et les gendarmes sont des gens admirables, qui font un travail formidable. On doit améliorer bien sûr leur formation, on doit améliorer leur intervention, mais sur 5 millions d'interventions par an, qu'il n'y ait que seulement 100 000 signalements, pas des plaintes, 100 000 signalements sur 5 millions, qu'il est vrai qu'il y en a qui déconnent, pour reprendre un mot qui vous permettra de faire votre prochain teasing, la prochaine émission. Comme quoi vous en jouez. Je me refuse de condamner une toute petite partie en disant que c'est le tout. Alexis Corbière, il vous a convaincu, le ministre de l'Intérieur, sur ce sujet-là, sur ces questions-là? Vous avez entendu ses réponses? Elles sont Sur les audibles. violences policières. Non, mais bon, il a le tort, y compris il ne rend pas service à la police. Il ne veut absolument pas discuter de vrais sujets en considérant que sitôt qu'on pose le problème ici ou là de comportement inacceptable de policiers, qu'on s'en prend en toute la police. Je pense qu'il ne rend pas service à la police. On a besoin qu'il y ait un lien fort entre la population et la police. Mais moi, surtout, ce que je souligne, parce que je ne voudrais pas donner l'impression que le débat me pose problème comme sujet, mais oui, aujourd'hui, notre société se fragmente. Il y a une archipélisation de la société. Il y a même des études qui ont été faites là-dessus qui est très vraie. La République se disloque. Et il faut comment on recrée une envie de République. C'est le sujet. Moi, par exemple, j'ai utilisé l'expression, pour reprendre le mot de Macron, il y a un séparatisme dans ce pays, par exemple. Le séparatisme scolaire. Parlons-en, parce que la République, c'est d'abord l'école publique. Et l'école publique, aujourd'hui, c'est plus la même selon les quartiers où on habite. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Ménard sur ça? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si vous tenez absolument à souligner... mais pour le je coup, note attendez. que vous êtes tous les deux à insister sur les problèmes de l'école publique. Bien Non, sûr, mais c'est le sujet, essentiel. parce qu'on parle de République, il faut que ça s'incarne. La République, elle est démocratique, laïque et sociale. Très bien. Mais c'est l'école qui est le lieu de ça. Selon l'endroit où vous mettez votre gamin aujourd'hui à l'école, c'est pas le même parcours de vie. Et il y a aussi quelque chose qui fait concurrence à l'école publique, alors on sera plus d'accord tous les deux, c'est l'école privée. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en veux pas aux parents qui mettent les enfants dans l'école privée, mais elle est financée sur fonds publics et on voit, il y a un accroissement du fait que les catégories les plus favorisées vont de plus en plus dans l'école privée et les catégories populaires vont de plus en plus dans l'école publique. Alors, comment on travaille là-dessus? Est-ce que c'est en fermant des classes comme le fait M. Blanquer à la rentrée prochaine? Est-ce que c'est en acceptant qu'en Seine-Saint-Denis, en raison des absences des profs non remplacés, les enfants perdent une année de scolarité sur la totalité de leur parcours? Alors qu'à l'inverse, on a des établissements totalement différents. Ça, c'est le sujet. C'est pas dans la loi. Alors c'est ça qui m'agace, y compris même le sujet du terrorisme, je conclue là-dessus, n'est pas abordé par cette loi. Que les Français qui nous regardent, qui n'ont pas lu les 52 articles de cette loi, ne croient pas que la police a plus de moyens, que Pharos a plus de moyens de surveillance, c'est pas dans cette loi. Non, c'est pas dans cette loi, Aurore Berger. On vote des budgets qui permettent de Mais ça donner n'est des pas moyens. dans cette Vous ne les loi. votez pas. Vous mais avez de fait, on commencé vote le des débat. Non mais attendez, c'est un sujet sérieux, parce que le terrorisme, c'est un sujet sérieux. Sandra Rogol a raison de le dire. Le terrorisme, on lutte avec des moyens de l'antiterrorisme. Et là-dessus, franchement, vous êtes en dessous de la main. Pharos, pour surveiller tout ce qui se passe. Pharos, c'est la plateforme Voilà, où, la plateforme pour surveiller. on signale quand Voilà. il y a... Avant le drame Samuel Paty, Il y a- c'est 30 fonctionnaires. 30. Bon, je veux dire, franchement, ils n'ont pas les moyens. Alors, depuis, c'est tellement ridicule que M. Darmanin a dit qu'il allait augmenter. Pour l'instant, on n'y est pas. Nous, on propose vraiment de mettre les moyens. Et pareil, après, sur l'antiterrorisme. M. Sarkozy a rendu de mauvais services. À l'époque, on a fusionné nos systèmes de renseignement. Bon, tout ça, c'est des sujets sérieux.
Et à côté de ça, on organise un débat pour savoir si on doit porter le voile ou pas dans la rue. Julien Aubert. Franchement, Oui. attendez, pardon Non, mais Thomas Soto, mais... faut pas monopoliser Non, la mais parole vraiment, non plus. Parce Voilà. que, Allez. et j'arrête, le voile et le terrorisme, ça n'a aucun rapport. Julien Aubert. Non, la droite doit de toute façon, sur les sujets qui nous occupent, un jour aussi faire son inventaire. La droite, quand elle est au pouvoir, a fait des erreurs. Et à mon avis, on doit revenir sur ces erreurs. Et par exemple, notamment sur le nombre de policiers. Après, moi, je n'aime pas les débats qui dérapent. À l'origine, rappelons ce que nous avons. Nous avons 3 attentats terroristes commis par des terroristes qui sont d'origine étrangère, qui sont rentrés sur le territoire, parfois qui sont en situation irrégulière, d'autres ont demandé l'asile. Et ils sont tous connus de la police pour des faits de délinquance. Ça, c'est le point de départ. À l'arrivée, je ne Pour voudrais être pas... tout à fait complet, si on prend le point de départ sur les 30 derniers attentats, il y en a 22 qui ont été Moi, commis je vous par parle des nationaux. des 3 derniers, Voilà. puisque Non, mais c'est comme ça donne oui. tous les éléments de À compréhension. l'arrivée, je ne voudrais pas que ça se termine par donc le problème, c'est l'école privée, qui, en l'occurrence, n'a strictement rien à voir avec le sujet. Il se trouve qu'après, ce texte, en réalité, vise beaucoup de sujets. Vous avez le terrorisme, vous avez l'islamisme, vous avez le communautarisme et vous avez l'organisation de l'islam en France. C'est déjà beaucoup. Je crois même d'ailleurs que c'est une erreur d'avoir mis dans ce texte l'organisation d'un culte avec le combat contre l'islamisme, parce que vous avez les amalgames qu'on voulait éviter. Et d'ailleurs, moi, ce qui me gêne dans ce texte, c'est que quand vous arrivez en disant « notre problème, ça va être l'islamisme que nous allons combattre », et qu'à la fin, ceux qui réagissent le plus durement, ce sont tous les autres cultes qui ne sont pas concernés, et qui disent « mais finalement, vous êtes en train de changer nos règles », ça veut dire qu'il y a eu un problème, à mon avis, dans la tuyauterie. Et après, ce texte ne va pas assez loin. Sur le terrorisme, moi, je crois qu'il faut arrêter de raisonner en droit constant, prendre le sujet de la Cour européenne des droits de l'homme, trouver éventuellement des juridictions, créer des juridictions d'exception. Je pense que sur le communautarisme, il y a le sujet du voile, effectivement, ça n'est pas que le sujet, et on s'est égaré dans des sujets très symboliques. Et non, moi je vous parle du communautarisme. Oui, mais Non, mais ce moi, je projet vous de pose loi, une c'est question. contre le séparatisme. Hein. Il Mais c'est n'était quoi pas le contre On ne sait pas bien. On Mais sait il pas n'est bien pas- pourquoi il est là. Bah, Mais le mot n'apparaît Berger, pas. Moi, c'est je vous pas pose bien. un problème, Léa Salamé, Oui. c'est nos Alors, quartiers moi, des je ne inégalités. légifère pas. Non, mais j'entends Donc, bien. oh, Mais c'est Berger. quoi Non, mais c'est le Et problème, si on l'a vous vu me ce soir. permettez, c'est un projet de loi. Le projet de loi, il se repose sur la loi, sur la législation. Le séparatisme, ce n'est pas une notion qui existe dans la loi, ce n'est pas une notion qu'on peut quantifier. Et le problème avec ces projets de loi, qui sont d'affichage, au lieu de renforcer les moyens qui sont nécessaires, c'est qu'ils aboutissent à un millefeuille qui, au pire, est un boulet pour la justice et qui va devoir s'appuyer sur ce millefeuille qui va parfois s'opposer. Et au mieux, ça ne fait rien. Et le souci, c'est qu'on a déjà des outils dans la loi qui existent. Aujourd'hui, on a les moyens de mobiliser des forces de l'ordre pour surveiller des personnes dont la vie est menacée quand ce sont des agents publics. C'est l'article Donc, il n'y a 433.3 pas et besoin, suivant. pardon, il n'y a pas besoin de cette loi, elle est, Si elle vous, est me inutile. laissez, si vous me laissez Oui. juste finir, Oui. ce dont on a besoin, c'est de mettre des moyens, au lieu d'avoir des lois qui sont des aveux d'échec. On a besoin de moyens pour la justice, on a besoin de moyens pour l'investigation, pour la police. Ces moyens-là ne sont pas là. Et je suis désolée, Madame Berger. Vous dites que vous avez ajouté des moyens pour les forces de police. Mais j'ai envie de vous dire, il était temps. Combien de policiers devaient racheter des casques parce qu'ils n'en avaient plus? Combien de policiers devaient racheter leur matériel parce que l'État ne leur fournissait Là-dessus, vous êtes pas? d'accord avec ce que disait C'est ça, Gérald la Darmanin tout réalité à l'heure. aujourd'hui. Mais alors, c'est là où le bas blesse. C'est qu'il y a toujours des mots pour dire « il faut faire ça, nous allons le faire ». Mais allez dans les commissariats, regardez la réalité. Regardez le manque criant de moyens. Aurore Berger, Il a parlé de rapidement, et formation, Boris mais il n'y a Vallaud, pas s'il vous que plaît. ça. Et je finis juste là-dessus. Il faut vraiment que la Tant- parole circule, parce Je que finis sinon on juste fait des là-dessus. J'ai monologues. très peu parlé par rapport à mon voisin, si vous me permettez. Donc, Ah, mais ça, on Ah, parle mais vous toujours savez, moins pas toujours moins qu'Alexis qu'Alexis Corbière, je vous Corbière, hein, ça, c'est- rassure. Et puis Oui, c'est mais pas bon, vrai. partir Et chez puis nous. c'est pas on est vrai. deux Biterrois, donc Allez-y. laissez-moi faire un petit peu le combat avec lui. Ah non, on est trois, pardon. Béziers est très bien représenté ce soir. Eh bien donc, tant qu'on ne mettra pas des moyens dans la justice et dans les moyens de l'exercer, alors il ne servira à rien de légiférer. Ce qu'il faut, c'est donner des moyens d'action et pas des moyens de Du coup, communication. on va mettre un temps commun pour tous les Biterrois. Allez-y, Aurore Berger. Je vais répondre du coup sur 2 points. D'abord sur la question des moyens, vous avez raison. Il y avait des circonstances qui étaient complètement indignes d'exercice du travail de nos forces de l'ordre, que ce soit nos policiers ou nos gendarmes. Je vous invite aussi en effet à aller, vous le faites probablement, dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats, et vous allez voir que les choses changent. On parlait de Trappes tout à l'heure. Trappes, vous savez, ce qui se passe avec le commissariat à Trappes, c'est qu'il était éclaté en plusieurs lieux, ce qui était à la fois incompatibles avec l'exercice de leur mission, et ils étaient en plus un lieu qui était extraordinairement dégradé. Et pendant les 2 derniers quinquennats, on a promis que oui, il allait enfin être rénové, qu'on allait avoir un commissariat unique à Elancourt de manière à pouvoir travailler sur une zone qui est extrêmement particulière, extrêmement difficile. Trappes, c'est malheureusement la ville de France qui a
le plus connu de départ en territoire irako-syrien. Donc vous voyez les difficultés qui existent, qui sont à la fois des difficultés sociales évidentes, mais des difficultés de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Ça y est, c'est fait, le budget il a été voté et ce commissariat il va enfin exister. Donc les moyens ils sont là. Et après là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que vous dites que c'est un aveu d'échec. Mais moi je crois pas qu'on puisse accepter d'être mis en échec par l'islamisme. Je ne crois pas qu'on puisse accepter d'être mis en échec face à ceux qui ont voulu défier la République et qui considèrent que leur loi serait supérieure aux nôtres. C'est ce moment où la République doit clairement se réaffirmer. Et si ça, on n'est pas capable... Quelqu'un ici n'est si pas ça, d'accord avec ça sur le fait de Oui, si vous s'opposer au interrompez, c'est terrorisme? dommage. Si ça, on n'est pas Mais il faut capable de dire que vous tous faites un peu l'affirmer... long, là, quand même. Si ça, on n'est pas capable de tous l'affirmer ensemble, je pense qu'on manque un combat qui est un combat essentiel pour nos valeurs Boris républicaines. Vallaud. Emmanuel Ménard, puis Brice Teinturier et Nathalie Saint-Cric. Voilà pour l'ordre. D'abord Allez. dire que le combat contre l'islamisme et contre tous les ennemis de la République, c'est un combat que tous les républicains ont en partage, qui n'a pas commencé avec ce gouvernement. Vous savez les événements tragiques que nous avons eu à vivre en 2012, à nouveau ensuite quelques années plus tard, et la lutte a été implacable. La législation a été renforcée, les moyens du renseignement ont été renforcés, l'école s'est mobilisée avec bien des dispositions pour mobiliser les enfants. Aujourd'hui, nous devons évidemment continuer avec des moyens de travail pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice aussi, pour l'éducation nationale. Mais la grande question qu'il faut que nous nous posions, c'est comment on revit ensemble, comment on arrache à ce désir de faire sécession tous ceux qui veulent, j'allais dire, rompre avec les valeurs de la République. C'est vrai, de quartiers entiers, mais qui voient tous les jours la promesse républicaine démentie. Quand à l'école, on leur dit au fond que leur destin est écrit d'avance. Quand par ailleurs, il y a des champions, toutes catégories confondues, du contournement de la carte scolaire, quand vous avez encore des centaines de municipalités qui ne remplissent pas leurs objectifs et que les préfets ne se substituent pas aux maires pour accorder les permis pour le logement social. C'est 800 000 places de carence de ces municipalités-là. Il faut En fait, faire vous vivre êtes d'accord en avec actes. les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui quand il parle de la fragmentation qui Mais existe. il est toujours dans les mots, Emmanuel Macron. Vous savez, le problème, c'est qu'on aimerait de temps en temps un passage à l'acte. On aimerait un passage à l'acte. On a recommencé à détruire des postes dans l'éducation nationale depuis 2017. Il faut quand même le dire avec netteté. Dans nos rurales, notamment. Et c'est ce que je veux dire. Dans nos campagnes, moi j'ai 29 classes qui ferment. Hein. J'ai 500 élèves de plus en collège. On me crée un poste. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on va faire de la République, qu'on va avoir envie de vivre plus ensemble? Je crois qu'il y a deux combats qui sont de mamelles inséparables. C'est le combat laïque et le combat social. Et la difficulté, c'est que nous avons sans aucun doute le combat laïque, en tout cas l'ordre républicain, mais la promesse républicaine, elle est en permanence oubliée. J'entends qu'il y a un désir de rééquilibrage. Vous savez, c'est cette espèce de running gag, il va y avoir la jambe gauche qu'on voudrait muscler. Pour l'instant, elle reste quand même très atrophiée par rapport à l'autre. Mais moi, je dis, passez à l'acte. Nous avons des propositions que nous ferons la semaine prochaine pour aider la jeunesse qui se noie dans cette crise. Allez. Pour mieux partager la valeur ajoutée dans l'entreprise et mieux payer les premiers de corvée. Eh bien, passez à l'acte, passez à l'acte. Emmanuel Ménard. Oui, merci de ne pas m'oublier. Non, je vous oublie pas. Monsieur Vallaud pointe du doigt quelque chose d'intéressant. Moi, je pense qu'il y a deux sujets en réalité. Il y a d'un côté la sécurité, et la sécurité, vous savez, elle marche effectivement sur ses deux jambes. D'un côté la police, de l'autre côté la justice. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un sentiment d'impuissance parce qu'on voit l'insécurité qui gangrène les quartiers, pas que les quartiers d'ailleurs. Il y a des chiffres qui sont sortis la semaine dernière pour montrer qu'aujourd'hui, l'insécurité dans les territoires ruraux, dans nos campagnes, pour parler clairement, elle augmente. Avant, c'était beaucoup plus cantonné, beaucoup plus spécifique aux grandes villes. Maintenant, c'est aussi dans nos campagnes. Et donc, les Français ont le sentiment que cette insécurité les gagne et ils ont ce sentiment d'impuissance. L'autre sentiment, c'est évidemment côté justice, cette espèce de sentiment d'impunité, puisque les citoyens en France ont l'impression que quand un petit malfrat se fait arrêter ou quand un petit dealer se fait arrêter, le lendemain, il est à nouveau devant leur fenêtre en train de parader, se pavaner. Donc là, il y a vraiment un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps et ça fait partie des problèmes de moyens. L'autre aspect du problème, c'est évidemment l'éducation, et ça, je pense qu'on ne fera pas l'impasse sur l'école de la République. L'éducation, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec l'école. Vous n'avez pas tous les mêmes solutions, vous avez tous cette conscience qu'il y a un problème à l'école aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, vous voyez, écoutez, la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, 800 incidents répertoriés, sans compter tous ceux qui ont dû avoir lieu et qui n'ont pas été répertoriés, qui ne sont pas remontés. On a maintenant 6 professeurs sur 10 qui constatent qu'il y
avouent avoir constaté déjà dans leur classe des actes de séparatisme. Et dans les REP, les zones d'éducation prioritaire, voilà, on a un professeur sur 2 qui avoue s'être déjà auto-censuré. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Emmanuel Ménard, vous n'avez pas confiance en Jean-Michel Blanquer pour lutter contre ces fléaux? Ben non, parce que quand je l'interpelle sur ces différents points, on me répond, comme il l'a fait encore tout à l'heure, on me répond éducation en famille et on me répond école privée hors contrat. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les écoles privées hors contrat catholiques qui commettent les attentats terroristes. Alors, Pardon, on va... mais Il y a un troisième qui problème est quand même de l'école, l'immigration. pardon, mais Parce que Mme Ménard a raison de dire il y a l'école, il y a la sécurité, mais je voudrais quand même, parce qu'on a eu tendance à l'éteindre dans le débat, si vous n'arrêtez pas le problème migratoire, vous augmentez le problème d'assimilation. Nous avons déjà des zones entières. On avait M. Peu de Seine-Saint-Denis, qui ne sait même pas dans son département combien il y a d'habitants. L'INSEE est incapable, à 300 000 personnes près, de savoir combien il y a d'habitants en Seine-Saint-Denis. Donc, vous avez une étape d'abord qui est de freiner le phénomène migratoire et de considérer qu'on ne devient pas français comme cela, avec un allongement de 10 ans. C'est dans le programme d'ailleurs des Républicains de ce point de vue-là. C'est combien d'habitants la Seine-Saint-Denis alors? C'est 1 million et 1,5 million. C'est l'INSEE qui considère que quand même à 300 000 personnes de ne pas savoir, c'est un problème. Mais je voudrais pas... Même plus qu'un problème. Oui, non, mais c'est pas la faute, responsabilité de mon ami Stéphane Peu. Ah ben non. Mais je voudrais pas laisser dire le problème de l'école. Moi, je suis prof de lycée professionnel depuis 25 ans. Ce n'est pas les problèmes qu'a pointé Mme Ménard. Je l'ai dit, c'est qu'il y a des établissements, lorsque les enseignants sont absents, ils ne sont pas remplacés. Vous savez ce que c'est? Une AESH, c'est les dames qui accompagnent les élèves qui ont de l'handicap. Elles sont précarisées totalement, elles sont encore mobilisées actuellement. On ne peut pas, et on pourrait continuer la liste. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est passé un peu vite, mais comment accepter l'idée qu'un collège de centre-ville a des moyens qui ne sont pas les mêmes qu'un collège de banlieue? Et c'est pour ça aussi que je pointe le problème aussi d'un système d'école privée qui capte les élèves les plus favorisés. S'il n'y a plus de brassage... Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais après, on peut pas... Non, mais attendez, débattez. Mais débattez. Julien Bert, on leur enlève les profs, mais c'est pas le sujet. Si vous acceptez l'idée que nos enfants, selon leur origine sociale, ne vont plus dans les mêmes écoles, c'est une séparation sociale. Les gens en territoire ruraux, ils ont aussi le droit d'avoir des classes éducatives. On m'enlève les profs. Attendez, laissez-le terminer. Il n'a pas parlé. Le dédoublement qui a lieu en REP, c'est très bien, mais vous avez des territoires en zone rurale qui sont tout autant sinistrés, où vous avez des pertes d'emploi, et n'allez pas dire c'est la faute de l'enseignement privé. L'enseignement privé, il essaye de faire sa mission qui est la sienne, je dirais, avec son charisme propre, sa mission pédagogique propre. Il n'a rien à voir ni avec nos problèmes de séparatisme. Ne cherchez pas des mots émissaires. Il y a Mme Ménard qui dit comme quoi, 12 milliards d'euros. Comme quoi, la gauche et la droite sur l'école privée existent toujours. Parce que là, vous trouvez qu'il y a trop de moyens à l'école privée. Les deux écoles de Sardou ont encore de l'avenir, Léa. On dit qu'il y a un sujet de mixité sociale qui concerne les établissements publics. Il y a des établissements qui supportent toutes les difficultés et d'autres qui n'en supportent aucune. Et c'est vrai aussi de l'enseignement privé qui, globalement, mais parce que des gens comme vous, notamment, passent son temps à faire de l'éducation nationale bashing. L'éducation, elle accomplit le miracle quotidien d'accueillir des enfants. Mais écoutez, attendez, défendons un peu plus Aurore Berger, il y a deux personnes qui n'ont pas du tout parlé encore, c'est Brice Saturi et Nathalie Saint-Cric. C'est vrai. Aurore Berger, Oui, après Brice, sur l'école, allez-y. parce qu'en effet, Rapidement, je s'il pense vous que plaît. c'est un point Et essentiel. vous êtes où, vous? Côté droite ou côté gauche sur Côté l'école? central. Ah bah en Côté même temps, ça, central, en fait, vous ça, on savez. connaît ça. Et en vérité, je préfère en effet être à bonne distance parfois des deux. Et ça me... Non, je crois pas. Non, c'est pas une manière d'être nulle part. C'est au contraire une manière de savoir exactement. toujours été nulle part, c'est le en même temps. Non, mais très bien. Mais si vous pensez que la modération et la capacité à faire des compromis, c'est forcément un défaut dans la vie politique ou dans notre vie quotidienne, je pense que c'est dommage. Si vous pensez que notre seule espérance, c'est une radicalité de plus en plus forte, en effet, je ne suis pas d'accord avec vous sur les thèses qui sont les vôtres, pas plus que je ne suis d'accord avec celle d'Emmanuel Ménard sur un certain nombre de ces thèses. Sur l'école, je voudrais juste dire un mot sur l'école. Non, j'ai pas envie de refaire le débat entre l'école privée et l'école publique. Je trouve que c'est dramatique d'en être là. La vraie question, c'est en effet pourquoi on a des parents qui aujourd'hui considèrent qu'il ne vaut mieux pas les mettre dans l'école publique. Là où vous vous trompez, c'est qu'en vérité, vous avez énormément de parents qui sont issus des classes populaires, qui font des sacrifices, y compris financiers, pour mettre leurs enfants à l'école privée. Donc c'est pas du tout une question de classe ou de mixité sociale. C'est mixité sociale. Vous l'avez aussi dans des écoles privées. Il y en a deux.
deux. tuer Un, l'école. Voilà. il y en a deux. Un, il y avait en effet une concentration des difficultés. D'où ce qui a été fait sur le dédoublement des On est classes d'accord. en repérait plus. Ouais. Parce qu'à un moment, ça veut dire... Brice Je finis, j'en ai plus. Non, mais vous Allez, n'arrêtez pas de dire que vous Bonsoir. finissez, vous n'arrêtez On pas va de laisser commencer, parler alors on ne va pas y arriver. Très bien, mais en même temps, oui, il y a 5 personnes qui sont dans l'opposition et une seule dans la majorité. Donc permettez juste que je finisse. La majorité a eu un beau plateau. Hein, juste Voilà, avant. parce que Non. vous êtes de droite et de gauche, donc vous êtes aussi avec M. Oui. Opéa, M. Vallot. avec- Non, je ne crois pas. Je dis Oui, juste, de droite et de sur gauche. l'école, il y avait des concentrations de difficultés dans un certain nombre de territoires, d'où le dédoublement. Et c'est probablement la mesure sociale la plus puissante qui a été faite, de se dire qu'on concentrait justement plus de moyens là où il y en avait le plus besoin. Les Et il y a territoires ruraux vous remercient. ensuite, malheureusement, une difficulté, c'est que vous ne reconnaissez pas que malheureusement, dans l'école publique, il y a en effet de l'autocensure qui existe de certains enseignants, et donc il y a un renoncement reconnais pas, qui madame. peut J'ai exister. 25 Et ans c'est ces d'enseignement au lycée deux professionnel, points je peux en qu'il parler, faut hein. Je peux absolument vous dire la travailler. réalité. Renforcement des Vous moyens et aussi, arrêter de vous fermer êtes les yeux sur des difficultés qui qu'on a- existent Est-ce qu'on sur a, les le valeurs droit de la de- République. est-ce qu'on a le droit de donner la parole à Brice Teinturier? Voilà, parce que Brice voulait poser la question aux Français, savoir ce qu'ils pensent sur toutes ces questions de séparatisme. On vous donne la parole, gardez-la, parce qu'elle est précieuse ce soir. Non, mais je ne vais pas essayer de la garder excessivement longtemps. Oui, c'est un sujet qui inquiète et qui inquiète fortement les Français. De toute façon, dans ce qui est exprimé ici ce soir, on retrouve un condensé du sentiment qu'ont les Français que les menaces sont multiples, que les sujets sont devenus extrêmement complexes et que le clivage gauche-droite, ça c'est l'analyse qui le dit, n'est quand même pas mort. Parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets autour des inégalités, autour de la redistribution qui sont évoqués et qui préoccupent les Français. Et puis des sujets qui sont d'ordre davantage régalien, l'immigration, l'insécurité, qui préoccupent, j'ai envie de dire, d'autres Français, parce que les familles politiques, ça existe. Les sympathisants LR et RN sont beaucoup plus proches et préoccupés par les sujets d'islamisme radical ou par les sujets d'ordre sécuritaire. Les sympathisants de gauche restent beaucoup plus préoccupés par les dimensions sociales et la redistribution. Et les Français sont soumis à un flux, et on le voit bien dans le débat, un flux d'informations qui évoque ce sentiment de multiples menaces. Donc ils sont très inquiets, si on revient maintenant sur ces questions plus régaliennes par l'islamisme radical. Là, dans l'enquête qu'on a réalisée, c'est un résultat qui est assez spectaculaire. On a 94% de Français qui nous disent que l'islamisme radical les inquiète, mais surtout 64% que ça les inquiète beaucoup. Donc on transcende malgré tout les clivages. Il y a d'autres clivages générationnels qu'on n'a pas abordés ici. Les jeunes sont moins impactés par ça et plus préoccupés par d'autres sujets. Mais en tous les cas, on est dans un moment où entre le Covid, les sujets économiques, les sujets régaliens, les sujets d'éducation qui occupent une grande place, oui, on a un condensé de tous les maux de la société française. Et à qui, à quel parti, à quelle famille politique font-ils confiance pour essayer de s'attaquer, de régler ce problème Et d'islamisme déjà, est-ce qu'ils radical? font confiance dans le gouvernement pour régler ce problème? Alors, la confiance à l'égard du gouvernement pour lutter contre l'islamisme radical, elle est faible. On est à 39% de Français qui font confiance au gouvernement. Donc, on est dans quelque chose qui recouvre la popularité ou la confiance générale à l'égard de ce gouvernement qui oscille entre 38, 39, 40%. Donc, on est exactement à ce niveau. Il y a de très forts clivages. Les sympathisants LR ne font absolument pas confiance au gouvernement sur ce sujet. Les sympathisants du Rassemblement national, pas du tout non plus. C'est plus partagé, c'est les sympathisants PS ou les sympathisants même de la France insoumise. Et ce qui est tout à fait, je crois, intéressant et symptomatique par rapport au débat qu'on a eu entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, c'est quand on demande aux Français à quel parti politique ils font le plus confiance pour proposer des mesures efficaces pour lutter contre l'islamisme radical. Là, le résultat, vous le voyez, est quand même spectaculaire. C'est bien le Rassemblement national qui est perçu par quasiment une majorité de Français, par 47% de Français, comme le plus capable de faire des propositions sur ce sujet. Donc la crédibilité du Rassemblement national écrase la crédibilité des autres formations politiques sur ce sujet, notamment parce que les sympathisants LR font aussi très confiance au Rassemblement national pour être efficace sur ce sujet. Et c'est pour cela, je crois, que dans le débat que nous avons vu en début de plateau, eh bien Marine Le Pen n'avait pas besoin de hausser le ton sur le fond des sujets, elle est déjà crédible, et du coup, sur la forme, elle pouvait apparaître comme étant en recherche de consensus, et pas du tout comme étant dans la radicalité. Elle a déjà sa crédibilité, on le voit là sur ce sujet, qui est installé. Nathalie Saint-Cric. Oui, justement, en entendant ce que les analyses de Brice, on se dit une chose, en vous écoutant également tout à l'heure depuis le début, que je ne comprends pas très bien pourquoi on est parti de la décapitation de Samuel Paty pour en arriver au manque de moyens à l'école. Il y a les deux problèmes qui cohabitent. Il y a le problème, effectivement, comme on l'a vu,
de séparatisme, d'islamisme, on peut appeler ça comme l'on veut, qu'il faut, à mon avis, traiter, peut-être avec des moyens de police, avec des moyens administratifs, peut-être des moyens, et ça n'empêche pas de considérer qu'effectivement l'ascenseur social est bloqué, qu'il y a de la désespérance dans les banlieues. Mais moi, j'ai l'impression d'entendre depuis 25 ans que c'est un manque de moyens. Peut-être peut-on se dire aujourd'hui qu'il y a certes le manque de moyens qui est important, mais que la crise que traverse la société actuelle n'est pas uniquement limitée au manque de moyens, et qu'il y a, quand on voit les ouvrages de Jean-Pierre Aubin, quand on voit toute une littérature, ça n'est pas qu'une histoire de moyens, c'est aussi une histoire de perception de la société, d'accord ou non à un certain nombre de valeurs. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait une dissociation entre ces deux problèmes. Mais j'ai cru quand même comprendre que, et Mme Regol aussi disait qu'en gros, on était en train de se diviser au lieu d'essayer de faire nation, comme on dit aujourd'hui. Oui, d'accord, mais autant avoir une vision claire et nette de ce que ce séparatisme peut être et de le traiter. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en écoutant également les chiffres de Brice. Boris Vallaud, vous voulez réagir? D'abord dire que le discours d'Emmanuel Macron est antérieur aux dramatiques attentats Absolument. dont nous avons à connaître. D'ailleurs, M. Darmanin nous avait reçus pour un certain nombre d'entre nous, il m'avait dit c'est bien qu'on fasse une loi sur la lutte contre le séparatisme à un moment où il n'y a pas d'attentat, parce que ce sera au fond un débat moins passionné. Il se trouve que l'actualité tragique nous a rattrapés. Donc c'est et l'un et l'autre, et il ne s'agit pas, et je ne crois pas avoir dit ça, j'ai bien dit que la République c'était l'ordre républicain et c'est la promesse républicaine. Et que l'un ne peut pas aller sans l'autre, que le combat laïque et le combat social doivent aller de pair, sinon on rate les choses. Et que la République, ça n'est pas qu'un catéchisme et une forme d'incantation. C'est une culture partagée qui se transmet, qui se comprend, qui nous émancipe et qui est l'air que nous respirons. Et donc, il y a la question des moyens et la question de la façon dont on enseigne, la façon dont on vit ensemble. Je veux dire, je ne demande pas de moyens supplémentaires quand je dis que depuis 20 ans, des communes ne respectent pas la loi de la République en termes de logement social. Et qu'il manque, du fait de ces carences, encore à peu près 800 000 logements. Non, mais c'est un sujet important. Si nous ne vivons pas ensemble dans les mêmes quartiers, si nous n'allons pas à l'école ensemble, si nous ne grandissons pas ensemble, comment pouvons-nous grandir ensemble? Et je crois que ça, c'est un rempart qui nous sera commun, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos confessions, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, face à tous ceux qui voudraient nous diviser. On a entendu Boris Vallaud. Alors, Boris Vallaud a raison sur les ghettos. Après, il faut aussi balayer devant votre porte la loi SRU qui prévoit des planchers pour notamment les logements sociaux. Et c'est peut-être pétri de bonne intention, mais vous avez aussi des zones où vous n'avez pas de plafond, et donc vous vous retrouvez avec en fait une uniformité sociale. Ensuite, je crois qu'on confond le retour de l'État et le nombre de fonctionnaires. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un besoin de proximité, que dans certaines zones de l'administration, on manque de moyens. Mais ce qui manque surtout, c'est l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, ça n'est pas les moyens. Ça n'est pas la même chose. Moi, je suis toujours étonné quand je vois qu'on recense beaucoup mieux les cas de contact Covid que les cas de contact terroriste. Car dans l'affaire de Samuel Paty, en réalité, vous avez eu des signalements, etc., des signaux précurseurs, et l'administration n'a pas réagi. Il y a bon nombre de mesures où, en réalité, les préfets ou le ministre préfèrent temporiser. Et je crois que face à un adversaire aussi redoutable que l'islamisme, on a besoin au contraire d'assumer le fait qu'on est Berger, vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que je suis élue de ce territoire dans les Yvelines, donc je sais ce qui s'est passé. Et vous ne pouvez pas dire que Samuel Paty n'a pas été soutenu. Il a été soutenu par la directrice de l'établissement. Il a été soutenu par ses collègues. Et je crois que c'est important de dire, c'est très important de dire que, justement, l'institution scolaire l'a soutenu. Ils ne l'ont pas... Mais c'est essentiel. Le parent d'élève qui a attaqué M. Paty, d'accord, qui avait un cursus assez lourd au plan de l'idéologie islamiste. Normalement, lorsque un personnel de l'éducation nationale le rencontre, il y aurait dû avoir des alertes. On devrait savoir que ce monsieur... Il y a eu des alertes. Ces alertes il y a eu des alertes et vous ne pouvez pas en faire porter le fardeau à l'éducation nationale. Qu'elle avait en face de lui non pas un simple parent d'élève, mais quelqu'un qui était en réalité un agitateur professionnel et un idéologue. Emmanuel Ménard et Alexis Corbière. Oui, je voudrais revenir au sondage. Vous savez pourquoi les Français font davantage confiance au RN pour éradiquer l'islamisme? C'était avant le duel, ça. Oui, mais... tout simplement parce que, et on revient sur ce projet de loi, c'est le péché originel de ce projet de loi, on ne nomme pas l'ennemi. L'ennemi c'est l'islamisme et on ne le nomme jamais. Et en fait on fait un texte où on amalgame tout le monde et on met tout le monde dans le même sac et toutes les religions et le catholicisme qui vaut les autres et l'islam. On ne demande pas à faire un texte contre les religions. Or c'est ce qu'a fait le gouvernement.
Il fait un texte contre les religions, il fait un texte contre des minorités. Nous, ce qu'on demandait, c'était un texte contre l'islamisme. Et on n'a pas peur de le dire. On n'a pas peur de nommer cet ennemi. Et en fait, c'est à force de se cacher derrière les mots et de ne pas vouloir nommer les choses ou nommer les actes terroristes qu'on en arrive à, effectivement, à ce que les Français ne croient plus aux politiques. C'est aussi simple que ça. Alexis Corbière et Moi, Sandra Je Rebol. vais raccrocher sur ce qu'a dit Nathalie Saint-Cric, qui pensait qu'il y avait une cassure inutile dans le débat. Mais moi, je vais citer Jaurès. La République doit être sociale et laïque. Elle restera laïque si elle est sociale. La laïcité, ça ne va pas être une abstraction. Et la question sociale, elle est liée. La question, c'est pas faire aimer les mots de République, c'est faire aimer la chose. Pourquoi je vous parle de l'école? Pourquoi je vous parle du fait que dans mon commissariat à Montreuil, il y a des postes supprimés, que ça pose problème? Sur le fait qu'on a des personnels à l'éducation nationale de moins en moins payés, non remplacés, etc. etc. C'est que c'est ça. Si on veut faire aimer les choses, j'ai pas le temps d'une société fragmentée. Les gens doutent de la République parce que s'il s'agit, comme vous voulez le faire, uniquement les mettre au garde à vous devant le drapeau, ça n'intéresse pas grand monde. Si par contre on leur dit la République, c'est la belle promesse que vos enfants, même si vous êtes issus d'un milieu social, ils auront droit à une belle école, quel que soit le niveau, ce qui n'est pas le cas. Écoutez, c'est un désaccord majeur. J'affirme ici que nos écoles de Seine-Saint-Denis n'ont pas la même qualité que les écoles parisiennes ou des grands centres urbains. Et que c'est choquant. Tous les chiffres sont là. Vous le niez, c'est votre affaire. Et que c'est ça que je dénonce. Si vous ne voyez pas ces phénomènes systémiques inégalitaires, que selon le lieu où tu habites, tu n'as pas les mêmes chances dans la vie, eh bien vous êtes dans des mots abstraits. Vous répétez République. C'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron aujourd'hui à Nantes. Non mais j'ai bien compris. Écoutez, c'est pas parce que Emmanuel Macron non, le mais dit. je dis juste, Mon problème avec Emmanuel Macron, il a même dit au Mureau, ce séparatisme que nous fabriquons. Oui. Emmanuel Valls, que je n'aime pas, avait dit, lui, un apartheid social. Bon, arrêtez avec les mots, agissez. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour ça? Quand un préfet ne respecte même pas la législation sur le droit social, le nombre de logements sociaux, quand un maire, le préfet n'intervient même pas. Là, on vient d'évoquer un texte, celui avec lequel je suis en désaccord, moi. Il va donner plus de pouvoir administratif pour dissoudre des associations cultuelles musulmanes parce qu'elles n'auraient pas appliqué le fait qu'elles aient mis en place une instance de délibération. Par contre, un maire qui n'applique pas la loi au niveau du logement social, lui, on n'y touche pas. Moi, ça m'insupporte. Au quotidien. Mais arrêtez, ça fait 4 ans que ça dure. Vous voulez voir la réalité en Seine-Saint-Denis? Vous voulez que je vous dise le taux de mortalité Covid, pourquoi il est à 130% plus élevé en Seine-Saint-Denis que chez vous, dans les Yvelines? Parce que chez nous, les conditions sociales ne sont pas les mêmes. Mais c'est une réalité. Si vous ne voulez pas voir ça et qu'on discute laïcité de manière abstraite, en oubliant le fait par ailleurs qu'il y a 3 départements, je tiens à le dire, ou encore en France, la loi 1905 ne s'applique pas. Alsace-Moselle, la laïcité partout. Non mais il faut la loi. Alexis Corbière, c'est pas une discussion de manière abstraite. Vous avez entendu Brice Teinturier, vous avez vu les chiffres. Vous pouvez ne pas croire les sondages, mais vous avez vu le chiffre qu'il vient de donner en disant que 94% des Français se disent inquiets de l'islamisme. Mais je les comprends. Non, mais parce que vous avez l'air de dire il n'y a pas de problème, le problème n'est que social. Mais est-ce qu'on peut parler de ce que je suis en train de dire? On peut se faire une belle soirée sur l'école? Non, mais est-ce qu'on peut faire une belle soirée? Là, je vous signale, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Eh bien, bravo. On parle de l'école. Non, mais et moi, c'est le raison pour laquelle, y compris le petit désaccord, pour pas dire le gros, que j'ai avec cette émission, c'est que la scène que vous mettez en place, si le seul sujet des conversations d'ici 2022, c'est Le Pen-Macron qui nous parle foulard islamisme, le pays va dans le mur. Je vous invite à regarder toutes les émissions qu'on fait. Je les regarde. Et je ne suis pas content de ce point de vue-là, parce que vous fabriquez une scène politique. Vous n'avez pas à faire la ligne éditoriale. Oui, vous êtes là ce soir, vous donnez votre parole, franchement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le droit de vous dire la règle, on ne va pas polémiquer là-dessus. La règle, j'ai le droit de dire ce que je veux. Oui, absolument, mais nous, on a aussi le droit de dire qu'on respecte les équilibres sur toutes les émissions, qu'on invite tout le monde, moi, tout le monde à la parole et qu'on est parfaitement légitime dans le débat. Attendez, Thomas Soto. Ne me faites pas la leçon. Là, il y a un projet de loi séparatisme qui est à l'Assemblée nationale. On a décidé d'accorder 1 heure d'émission voilà, sur donc ce le gouvernement a réussi son coup. Bravo, il a touché la cible, on parle que de ça. Sandra Regol. On n'est pas en désaccord sur le dernier point, l'avant-dernier point, Alexis Corbière, sur l'inégalité territoriale et le non-respect de la promesse républicaine, mais ça, on est plein à le dire. Madame Saint-Cric disait tout à l'heure que ça fait 25 ans, vous me corrigez si je dénature vos propos, que vous entendez dire qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est un fait. Mais ça fait aussi 25 ans que moi, qui suis à peu près en âge de voir ce qui s'est passé sur ces 25 dernières années, je constate que plus il y a de lois dites pour notre sécurité, plus il y a de lois sécuritaires, et moins la sécurité est ressentie sur le territoire. Moins, en fait, les gens se sentent en sécurité et moins on l'est. D'ailleurs, les actes terroristes ont augmenté au fur et à mesure qu'on nous vendait cette promesse sécuritaire. Et c'est là que le bas blesse, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut plus de moyens. Parce que si on a des moyens sans effet,
À quoi servent ces moyens? Si on a des actes de communication pour dire vous êtes en sécurité, mais que nous ne sommes pas en sécurité, à égalité, sur tout le territoire, comme le définit la Constitution, c'est ainsi qu'est conçue la République, alors ces moyens ne valent rien. Les Merci. moyens, si Julien vous me Aubert, vous laissez êtes pas d'accord terminer, s'il vous plaît, Ouais. ces La moyens... liberté d'expression. Alors, vous c'est pour êtes- ça que je combats ce texte. Vous êtes bien urbain, mais vous continuez quand même à parler après m'avoir dit pas de souci, continuez. Eh bien donc, ces moyens, ils sont nécessaires, mais il y a aussi autre chose qui est important. C'est l'exemplarité des politiques qui les mettent en place. Et là, ce soir, on a eu quand même un très beau festival. Entre Marine Le Pen et les emplois fictifs au Parlement européen, M. Darmanin et les accusations dont il est l'objet et sur lesquelles je vous remercie d'avoir fait un point particulier, parce que pour toutes les personnes, ou tiens, M. Fillon et ses affaires, ou M. Sarkozy et ses affaires, vous voyez ce personnel politique qui dit il faut changer les choses, il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre les petits malfrats, comme vous disiez l'un ou l'autre tout à l'heure, mais que représente la classe politique quand elle est à ce point peu digne des mots qu'elle emploie? Sandra Rogol, merci beaucoup. On a une toute dernière question parce que vous êtes tous des parlementaires, à votre exception, mais vous êtes là au nom des Verts, tous des Être députés élu n'est pas ici. forcément un objectif dans la vie. Arrêtez de Absolument. présentateur, hein. Merci Julien Aubert. Il y a une question qui est très simple, on va juste vous demander de voter. Qui est pour l'instauration de proportionnel pour les législatives de l'année prochaine? Oui ou non, Aurore Berger? Pour ou contre? On avait fait cette promesse d'avoir une Pour dose l'instant, de elle n'est pas tenue. Pour proportionnel. l'instant, vous l'avez pas. Si Pour on ou peut le contre? faire, je serai pour et je le voterai. Pour. Je suis contre. C'est le retour du régime des partis qui décideront qui représentera le peuple. Emmanuel Ménard. Absolument contre également, pour les mêmes raisons que mon voisin, et parce que je pense que c'est vraiment couper les députés de leurs électeurs, du terrain, de leur circonscription, c'est pas une bonne idée. Boris Vallaud. Écoutez, si on ne répond pas à la question du déséquilibre institutionnel et d'une 5e République à bout de souffle, ce sera parfaitement inutile. Si on est prêt à s'attaquer à ce sujet-là et à un régime qui soit authentiquement parlementaire, d'une nouvelle vitalité démocratique, alors parlons, Donc oui, mais pas que ça. parlons c'est ça des modes de scrutin. Sandra Rogol. Pour, parce que le premier parti de France aujourd'hui, c'est l'abstention. Et l'abstention, elle est construite sur plein de choses dont on a parlé ce soir, mais aussi sur le fait que chaque voix ne compte pas. La proportionnelle, c'est le seul moyen de dire vous pouvez vous déplacer dans les urnes, votre voix sera entendue. En dehors de ça, chaque voix ne comptant pas, pourquoi se déplacer? Donc pour, depuis toujours, pour les Alexis écologistes. Corbière. On veut une 6e République, nous sommes pour. Et cette 6e République qui donne plus de pouvoir aux citoyens, avec des référendums d'initiative citoyenne, avec le droit de révoquer les élus, avec moins de pouvoir quasiment. Ah mais là, pour l'année prochaine, elle ne sera pas mise en place. Non mais j'entends bien, dans ce cadre-là, oui, leur proportionnel. Oui, leur proportionnel. Pour garantir le Pour en pluralisme. attendant plus aussi. Pour garantir le pluralisme, évidemment, mais avec d'autres droits. Après, juste, j'ai trop d'expérience pour savoir qu'il y a aussi proportionnel et proportionnel. Il peut y avoir des découpages, on verra, il y a des nationales, départementales avec des corrections. Et il peut y avoir une grosse combine derrière ça. Et j'apprécie pas trop qu'à quelques mois d'élection, on change la règle, de manière générale. Mais sur le fond, il faut en finir avec la 5e. Je vais vous dire... Mais non, juste... surtout pas. Si, si. Non, faut en non, finir avec je la vous assure, 5e. si vous ne l'aviez pas démantibulé sous Mitterrand, elle fonctionnerait très Et bien. moi, la moi, 5e. je suis élu Je peux seulement avec ajouter quelque 20% des électeurs de ma circonscription. 80% des électeurs ne votent pas pour moi. Et tous les parlementaires, pareil. Les gens ne croient plus en leurs élus, ils ne les représentent pas. C'est un problème de fond. Emmanuel Je peux Ménard. juste ajouter quelque Bien chose, sûr. donc contre la proportionnelle, mais pour le retour au septennat, pour éviter justement que cette Assemblée nationale ne soit qu'une chambre d'enregistrement. Non, à partir de la prochaine fois. Je voudrais, et ce sera le mot de la fin à chacun, on est à 1 an de la présidentielle. Ce soir, ça a été un peu le coup d'envoi des grands débats. Et il y aura d'autres personnes que Gérald Darmanin et Marine Le Pen qui seront représentées. Toutes les tendances politiques seront représentées, en tout cas sur le service public. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 4 ans. Il a affronté les Gilets jaunes, il a affronté la réforme des retraites, il affronte, comme le monde entier, la crise sanitaire. S'il restait une chose de son mandat, positif ou négatif, ça c'est chacun qui jugera. Vous retenez quoi, vous, du mandat d'Emmanuel Macron de ses 4 ans au pouvoir? Allez, Boris Vallaud. Une grande solitude dans l'exercice du pouvoir, beaucoup d'indifférence aux désaccords qui peuvent s'exprimer dans l'opinion, dans le pays. C'est un homme qui avance seul. C'est une phrase, Emmanuel Ménard. Contrairement aux apparences, je pense qu'il a parfaitement prolongé le travail de sape qu'avait fait M. François Hollande pendant 5 ans. Et je pense que là, on va arriver à un vrai problème pour notre civilisation occidentale. Julien Aubert. Je crois qu'il aura beaucoup parlé et peu fait. Sandra Rogol. Malgré les promesses faites, un recul indéniable sur la question environnementale, qui est sanctionné en plus.
par les plus hautes juridictions, un recul, une inaction qui est criminelle, comme c'est très bien documenté aujourd'hui, un véritable danger pour demain. Aurore Pardon. Aurore Berger, allons-y. Aurore Berger, bien sûr. On a beaucoup parlé de l'école et moi je conclurai sur l'école. Parce qu'on a commencé le quinquennat avec le dédoublement des classes en REP et REP+. Et au cœur de la crise sanitaire, contrairement à beaucoup de pays, on a tout fait pour que l'école reste ouverte parce qu'on savait que fermer les écoles, c'était augmenter les inégalités dans notre pays et que ça n'était pas tenable. Et je crois que ça, c'est clairement une différence française, et une forte différence française. Alexis Corbière. Le mépris social. 1 million de pauvres supplémentaires depuis 2017. 1 million. On est presque à 10 millions dans ce pays. Franchement, avoir le cœur sec face à ça et une minorité toujours plus riche, c'est intolérable. Merci. Merci Léa. Merci à Thomas, tous. merci à tous d'avoir participé à ce débat et à cette soirée 100% politique. C'est la fin de Vous avez la parole. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Nos 2 rédacteurs en chef, Jean-Michel Carpentier et Nathalie Saint-Cric. Un merci particulier à Edwige Audibert, Julien Navarro et Charlotte Leloup, ainsi qu'à Anne Bouville. Merci également à Serge Calfon, notre réalisateur ce soir, à Delphine